Message post-production avant le début de la vidéo. J'ai préféré faire la vidéo en 2 parties par commodité à l'écoute. Il s'agit ici de la première partie. Bonne écoute à vous. Bienvenue dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Il s'agit de penser l'art de la parole, en ce qu'il est un objet philosophique et un objet de ce qu'on appelle les humanités. La philosophie, étymologiquement, c'est l'amour de la sagesse ou de la connaissance. Il s'agit de travailler des concepts, les outils intellectuels qui permettent de créer les idées de ce que seraient les choses ou non. Il s'agit également de travailler des problématiques que peuvent poser ces concepts. Il s'agit donc d'acquérir un esprit critique, de se poser des questions sur ce qui se présente à nous. Cela englobe tous les domaines. Ici, nous pensons le domaine des humanités, c'est-à-dire des relations humaines et culturelles. L'art de la parole est au fondement de la recherche philosophique et humaine. C'est un élément qui s'exerce avec méthode et définition. Nous allons donc conceptualiser l'art de la parole, c'est-à-dire penser ce qu'est la parole, comment l'utiliser et dans quel but. Première partie, ce qu'est la parole. La parole, ce n'est pas le langage ou la langue. Ces dernières sont des modes de communication. Pour penser la parole, nous pouvons remonter à l'Antiquité grecque avec Platon, philosophe né en 428 et mort en 348 avant Jésus-Christ. Platon s'est servi de 2 termes pour travailler la notion de parole. L'un d'eux deviendra l'outil de la philosophie. Ces 2 termes étaient synonymes, mais en philosophie, les synonymes n'existent pas. La philosophie n'a de sens que dans la distinction et la précision de ce que sont les concepts. Il s'agit des termes de mythos et de logos. Le premier a donné le mythe, c'est-à-dire parole et récit. Il avait un rôle important dans l'éducation grecque. Il s'agissait d'une tradition orale qui rendait concret l'histoire, la morale, la politique, les découvertes scientifiques et la religion par diverses personnifications. Il s'agit de développer des caractères sensibles, ce qui est incertain pour Platon. Ainsi, il va distinguer le logos, alors utilisé de manière indifférenciée avec le mythos, en le définissant comme parole et raison. Le terme donnera le mot logique. Au contraire du mythos, le logos ne rend pas sensible ou concret une idée ou une valeur. Au contraire, il va y avoir une abstraction. Ce sont des réflexions et des arguments. Là où un mythe nous fera peur pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas faire confiance aux inconnus, la raison argumentera sans faire appel à une image du loup. Il faut que la parole devienne quelque chose qui serve le vrai et l'intelligence de l'homme. Mais ce n'est pas le seul élément visé par le philosophe. Distinguer la parole mythologique de la parole raisonnée a aussi une utilité politique. À l'époque antique grecque, avec l'avènement de la philosophie, il y a aussi eu l'avènement de la démocratie. Il y avait des gens qui parlaient face à des publics, des gens qui donnaient une apparence de savoir à des mots et des histoires. L'apparence est une ouverture sur le faux. Ces gens sont ce que Platon appelle des sophistes. Platon devait défendre la philosophie et ses méthodes de la pluralité des prises de parole permises par la démocratie. On peut alors penser que la parole est un outil politique. La parole est sociale, et elle sert aussi l'exercice du pouvoir. Pour Platon, les sophistes voulaient parler aux foules. Plus encore, ils voulaient provoquer l'adhésion à leur discours. Il y aurait 3 manières de provoquer l'adhésion. Convaincre, persuader ou plaire. Convaincre, c'est argumenter, se servir de la raison, prouver des choses, se servir d'éléments objectifs. Persuader, c'est utiliser des impressions subjectives qui font appel à des sentiments. Et plaire, c'est provoquer l'adhésion par un assentiment positif ou la réponse à des désirs. Persuader et plaire, pour Platon, sont des risques ou des dangers, puisque cela n'utilise pas le vrai, et c'est instable selon les publics et les contextes. Il n'y a pas d'exercice de la raison. Pour vous plaire, je peux vous dire que le tiramisu peut combler votre faim, en vous provoquant en plus de cela un plaisir des papilles gustatives avec le sucré. Mais il se peut que dans quelques jours, vous en ayez assez d'en manger. C'est alors que mon discours ne sera plus efficace. Le simple discours ne suffit pas et ne s'identifie pas à la parole. Tout simplement parce que la raison est dialectique. La raison s'exerce avec les dialogues ou les débats. Il y a une diversité de positions qui vont servir aux individus pour argumenter, préciser, prendre des positions, etc., etc. C'est une des raisons pour laquelle Platon écrit sous forme de dialogue. C'est la méthode maïeutique, que l'on appelle aussi méthode socratique. Il s'agit de faire accoucher l'esprit
en la confrontant à divers éléments de la raison. Cela s'inspire de Socrate, philosophe et maître de Platon, qui enseignait en discutant et en remettant en cause les positions et arguments de ses interlocuteurs. Mais dialoguer n'est pas simple, il y a des règles. Platon en présente dans le dialogue du Protagoras. Je vous lis un extrait. Socrate. Crois-moi, Protagoras, moi non plus je ne veux pas insister pour que notre réunion se déroule contrairement à tes vues. Je discuterai avec toi lorsque tu voudras bien discuter avec moi, de manière à ce que je puisse te suivre. Toi, en effet, tu es capable, on le dit de toi, et tu le dis toi-même, de mener une discussion en étant bref tout aussi bien qu'en faisant de longs discours. Je pensais pour ma part qu'une réunion où l'on discute ensemble et un discours au peuple étaient choses distinctes. Alcibiade, qu'il entretienne par question et par réponse, au lieu d'étirer un long discours à chaque question posée, d'esquiver les arguments, de refuser de se justifier et d'allonger ses répliques, jusqu'à ce que la plupart de ses auditeurs aient totalement perdu de vue l'objet de la question. Prodicus répond. Il faut, dans ce genre d'entretien, que les auditeurs soient impartiaux à l'égard des deux orateurs, impartiaux mais non pas neutres. Je vous demande que vous nous accordiez de discuter de vos thèses entre vous, mais de ne plus vous disputer. En effet, on discute entre amis avec bienveillance, mais on se dispute entre rivaux. Hippias conclut l'extrait. Je vous demande de vous accorder sur une position moyenne. Toi, Socrate, sans rechercher cette rigueur dans l'entretien, cet excès de brièveté, puisqu'il déplaise à Protagoras, mais en laissant aller tes discours. Toi, Protagoras, en revanche, ne t'enfuis pas, au gré d'un vent favorable sur l'océan des discours, hors de vue de la terre ferme. Le dialogue est une démarche volontaire qui suit certains objectifs. Il faut également que les individus se comprennent et puissent se suivre. Il doit y avoir un respect des capacités de chacun. Le dialogue est une démarche pédagogique. Dans cet extrait, Socrate flatte son interlocuteur. Il s'agit d'ironie. Protagoras était un orateur réputé. Il pouvait faire tant des discours longs que des discours brefs. La capacité de faire des discours brefs s'appelle la brachylogie. Ce sont des expressions courtes ou des tournures elliptiques. Mais attention, une discussion n'est pas un discours public. Une discussion est un entretien par questions et réponses. Il y a des conditions à cela. Il ne faut pas palabrer, c'est-à-dire parler pour ne rien dire. Il ne faut pas esquiver des arguments. Et il ne faut pas perdre l'objectif de vue. La discussion n'est pas une dispute ou un débat. La discussion est bienveillante et ne cherche pas à prendre l'ascendant sur un interlocuteur. Il est aussi question des auditeurs. Ces derniers doivent être impartiaux. Attention, être impartial ne veut pas dire neutre. Quelqu'un d'impartial peut avoir un avis, mais il conserve une capacité d'écoute sincère et la possibilité de remettre en doute les divers propos. Être neutre, c'est prendre du recul vis-à-vis même de son opinion. Dans le cadre de la discussion, il faut établir des règles entre les participants. Ainsi, ici, on va dire à Socrate d'être moins exigeant et de développer davantage. Mais Protagoras ne doit pas fuir la discussion, même si cela est en sa défaveur. Il doit y avoir de la philia entre les interlocuteurs, c'est-à-dire de la cordialité. Il y a donc des cadres dans l'utilisation de la parole. Il faut savoir utiliser cette parole. Deuxième partie, comment utiliser la parole. L'homme est le seul à user de ses capacités de communication comme il le fait. C'est même la fonction première des individus qui savent parler, la communication. Bergson nous le rappelle dans La pensée et le mouvant. Or, quelle est la fonction primitive du langage ? C'est d'établir une communication en vue d'une coopération. Le langage transmet des ordres ou des avertissements. Il prescrit ou il décrit. Dans le premier cas, c'est l'appel à l'action immédiate. Dans le second, c'est le signalement de la chose ou de quelqu'une de ses propriétés en vue de l'action future. Mais, dans un cas comme dans l'autre, la fonction est industrielle, commerciale, militaire, toujours sociale. Les choses que le langage décrit ont été découpées dans le réel par la perception humaine en vue du travail humain. Les propriétés qu'il signale sont les appels de la chose à une activité humaine. Le mot sera donc le même, comme nous le disions, quand la démarche suggérée sera la même, et notre esprit attribuera à des choses diverses la même propriété, se les représentera de la même manière, les groupera enfin sous la même idée. Partout où la suggestion du même parti à trier, de la même action à faire, suscitera le même mot. Telles sont les origines du mot et de l'idée. L'un et l'autre ont sans doute évolué. Ils ne sont plus aussi grossièrement utilitaires, ils restent utilitaires cependant.
La fonction primitive du langage, c'est la communication en vue de la coopération. Il y a des ordres et des avertissements, ce que l'auteur nomme des prescriptions et des descriptions. La fonction du langage est éthique et politique. L'éthique, c'est la manière d'être et de se comporter des individus. La politique, c'est la gestion des groupes sociaux. Un ordre est un appel à l'action. Un avertissement est l'anticipation de l'action. Si nous sortons de l'extrait, nous pouvons penser que la parole ne sert pas qu'à ça. On se sert de la parole dans les arts, par exemple. Bergson précise que la fonction du langage est toujours sociale. Nous parlons pour le groupe et en vue du travail. Il y a également une conformisation des mots et des pratiques. Les mêmes idées provoqueraient les mêmes mots. Et inversement, l'utilisation des mots nous sert. Le langage est quelque chose d'utilitaire. Quand on utilise le langage ou la parole, il y a toujours un cadre ou un contexte en fonction de la prise de parole. Il y a plusieurs contextes d'utilisation. On parle dans un contexte informatif, dans la communication de faits, de conseils, de sentiments, dans un contexte judiciaire, politique, religieux ou encore artistique, pour exprimer des sentiments ou dénoncer des événements ou situations. Le cadre de la parole est toujours dans l'information, dans la transmission ou dans l'éducation. La parole dont on se sert dans ces contextes et cadres peut aussi être une absence de parole. Dans l'éducation, il y a par exemple la pantomime, qui est une transmission de doctrines et de messages. Cela par l'exemple ou par le mime. Quoi qu'il en soit, la parole est publique. En ce sens, il y a un respect de loi et de la sensibilité de chacun. La liberté d'expression, ce n'est pas exprimer n'importe quoi. En France, il y a des lois contre le négationnisme, contre l'injure, contre la diffamation, contre le racisme, contre l'homophobie, etc. Il y a donc des prérequis ou des conditions à la prise de parole, en plus de ce que l'on a déjà dit. Il faut connaître aussi certains procédés. Cela permet notamment l'éloquence, l'art de bien s'exprimer. La première condition à la prise de parole se reconnaît sous la formule « quand on ne sait pas, on se tait ». On pourrait dire plutôt qu'on n'affirme pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire passer pour vrai ce qui pourrait ne pas l'être. On retrouve cette idée dans Penser pour moi-même de Marc Aurèle, philosophe et empereur romain du IIe siècle de notre ère, né en 121, mort en 180. Ne dis rien de plus à toi-même que ce que directement t'annoncent les représentations. On t'annonce qu'un tel indignement dit de mal de toi, on annonce cela, mais qu'il t'ait nui. On ne l'annonce pas. Je vois que mon enfant est malade. Je le vois. Mais qu'il soit en danger, je ne le vois pas. Ainsi donc, restes-en toujours aux représentations immédiates. N'y ajoute rien au-dedans de toi-même, et rien de plus ne t'arrivera. Ou plutôt, ajoute-y ce que pense un homme averti de chacune des conjectures qui, dans le monde, surviennent. Ainsi, il faut reconnaître ce que nous ressentons, et il en va de même pour ce que nous savons. Cela peut demander aussi des interprétations. L'interprétation est une réflexion sur ce qui n'est pas évident. L'auteur prend l'exemple « on dit du mal de moi ». Plutôt « on m'a dit qu'on a dit du mal ». Ainsi, c'est un discours, une parole transmise, et non les faits que l'on a. C'est-à-dire que ce n'est pas le mal qu'on nous transmet. Il faut rester sur ce que l'on reconnaît directement, sur ce que l'on sait. C'est ce qui nous sert à circonscrire un domaine. Il faut également penser les conjectures, donc le hasard, les imprévus, ce qui peut changer, etc. La deuxième condition à la prise de parole, c'est la culture, l'information et la confrontation. Cela nous permet d'affirmer ou non des éléments, de voir les défauts de nos argumentations, etc. Il s'agit de savoir formuler ce que l'on sait ou ce que l'on pense savoir. La formulation dans la prise de parole s'appelle un procédé. La troisième condition à la prise de parole est la maîtrise de la langue et des figures de style. Et il y en a de nombreuses. L'anaphore, qui est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots dans un débat ou une phrase. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet
alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Le pléonasme, qui est l'utilisation d'un terme superflu, comme descendre en bas, monter en haut, etc. La gradation, le parallélisme, qui est une reprise de structure syntaxique. La répétition, l'allégorie, la personnification, la comparaison, la métaphore, l'hyperbole, la litote, qui est de ne pas dire des choses clairement. La prétérition, donc le fait de faire semblant de ne rien dire. Je ne veux pas dire, mais la liste commence à être longue. L'euphémisme, ou encore l'antiphrase, qui est l'idée de dire le contraire de ce que l'on pense, comme l'ironie. En philosophie, il faut faire attention à l'importance que peuvent prendre les figures de style, comme l'analogie, l'homonymie ou la synonymie. Ce sont des connaissances qui doivent servir pour diffuser nos propos et repérer les propos des interlocuteurs ou du public. Il est question d'utiliser toutes ces méthodes dans la prise de parole. Prendre la parole, c'est s'exprimer, démontrer et discuter. On peut s'exprimer en maîtrisant simplement la langue. Démontrer et discuter demandent de la réflexion et de l'argumentation. Il y a l'utilisation de la rhétorique, c'est-à-dire de la science de l'argumentation. Exemple de démonstration. Peut-on parler de rien ou du néant ? Il s'agit de déterminer si cela existe. Un moine et philosophe catholique anglais a essayé d'y répondre. Frédégis de Tours, 8e, 9e siècle de notre ère. Mort en 834 à Tours. D'où son nom. Il a tenté de répondre à cette question dans le néant. Procédons donc par la raison. Chaque nom signifie une certaine chose, comme, par exemple, homme, pierre, bois. En effet, dès que ces mots sont prononcés, nous comprenons en même temps les choses qu'ils signifient, car le nom homme, lorsqu'il est utilisé sans tenir compte de quelque différence que ce soit, désigne l'universalité des hommes. Pierre et bois embrassent de la même façon leur généralité. Donc, néant, pour autant qu'il soit un nom, comme les grammairiens l'affirment, est un nom défini. Or, chaque nom défini signifie une chose définie. De même, il est impossible qu'une chose définie ne soit pas quelque chose. Il est donc impossible que le néant, qui est une chose définie, ne soit pas quelque chose. Et par là, il est vraisemblable que le néant existe. De même, néant est un mot signifiant. Or, chaque signification se réfère à ce qu'elle signifie. À partir de cela, il est prouvé que le néant ne peut pas ne pas être quelque chose. Voici un autre argument. Chaque signification est signification de ce qui est, et néant signifie quelque chose. Donc néant est signification de ce qui est, c'est-à-dire d'une chose existante. Puisque, en vérité, nous avons avancé quelques arguments pour prouver que le néant est non seulement quelque chose, mais quelque chose de grand, et bien que l'on puisse amener à la discussion une quantité innombrable d'exemples de cette sorte, il est bien maintenant de recourir à l'autorité divine, qui est la garantie et le fondement stable de la raison. La réponse est donc oui. On peut parler que de ce qui existe. Donc on peut parler du néant. Démontrer, c'est utiliser sa raison afin de construire un processus logique indépendant d'un individu particulier. Ainsi, l'auteur utilise 3 arguments pour répondre à la question que nous avons prise en exemple. Le premier est qu'un mot signifie quelque chose. Si le mot néant existe, il désigne quelque chose, donc il y a un néant. Le deuxième est que néant est un mot signifiant. Il y a un signe qui fait référence à quelque chose. Un mot ne peut pas ne pas avoir de référent. Le troisième est que chaque signification est signification de ce qui est, donc d'une chose qui existe. Mais l'auteur use également d'un argument d'autorité, celui du divin, qui viendrait légitimer ce néant. Il y a l'utilisation de ce que l'on appelle une rhétorique. Il y a une méthode de discussion et un lien entre les idées. Aristote, dans les traités de la rhétorique, définit la rhétorique comme faculté de considérer, pour chaque question, ce qui peut être propre à persuader. Il y a une recherche d'arguments. Les arguments doivent diffuser des preuves. Celles-ci sont des vraisemblances ou des généralités. Il y a donc des preuves indépendantes de la parole, c'est-à-dire qui sont propres au fond ou au sujet. Et il y a des preuves dépendantes de la parole. La moralité de l'orateur peut entrer en compte. Cela sert la persuasion. Il y a la disposition de l'auditoire. Cela dépend des passions, des goûts, des sentiments, etc. Et il y a aussi les différents types de discours.
comme la démonstration que nous venons de voir. Ces derniers éléments font de la rhétorique quelque chose de politique. Cela sert à émettre des jugements. La rhétorique fait aussi le lien entre les connaissances et l'éthique. La connaissance seule ne suffit pas à convaincre ou à persuader. Dans la parole, il y a une différence entre la spécialisation et l'adaptation pour pouvoir toucher le plus grand public possible, comme la vulgarisation. S'il n'y a que la science ou du savoir, il peut y avoir un aspect d'inaccessibilité avec un jugement négatif. C'est en ce sens que l'on doit trouver des procédés argumentatifs. Certains procédés sont négatifs ou faussés. Il peut y avoir des hommes de paille, c'est-à-dire inventer un personnage auquel on prête des intentions ou des arguments pour les décrédibiliser. Il y a le sophisme, qui est l'idée de faire croire que l'on a un savoir que l'on n'a pas. Il existe des arguments d'autorité, quand une personne fait reposer l'argument sur quelqu'un ou sur lui-même, comme un professionnel qui aurait forcément raison. Ah, il est médecin, il sait forcément ce qu'il y a dans le vaccin. On peut encore citer les arguments ad hominem et ad personam. L'ad hominem est un procès d'intention. C'est quand il y a un problème entre les paroles et les actes d'un interlocuteur. L'ad personam est une attaque personnelle, comme l'insulte. Il existe plusieurs méthodes ou exercices pour reconnaître les arguments, s'entraîner à argumenter ou à gagner en éloquence. On peut penser au tamis de Socrate. Pour qu'un propos soit valide, il faut se demander si ce que l'on dit est vrai, si ce que l'on dit est utile, et si ce que l'on dit est bienveillant. Il y a également l'exercice du protreptique. Il s'agissait de travaux étudiants dont le but était d'écrire des discours pour défendre une thèse selon différents publics. Platon avait mis cela en place à l'Académie, par exemple. Enfin, le gueuloir, qui est une technique de Gustave Flaubert, écrivain français né en 1821 et mort en 1880. Il lisait à voix haute, seul et dans une pièce vide, ce qu'il écrivait. Si cela n'allait pas à son oreille, il réécrivait. Tous ces éléments sont à prendre en compte pour cerner l'intention de l'orateur et pour penser la prise de parole. Il y a différentes stratégies à mettre en place selon les objectifs de cette prise de parole. Merci pour votre écoute et à très vite pour la deuxième partie.